Reprenons nos travaux avec la présentation des conclusions de la mission Flash sur le bilan de l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau. Alors, c'est le second point de notre ordre du jour. Et donc, nous allons entendre les deux co-rapporteurs, Monsieur Lionel Cos et Monsieur Hubert Wulfranc, en les remerciant pour leurs travaux, bien entendu. Et je cède la parole à Lionel Cos qui commence. Je vous laisse. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Notre commission nous a désigné le 5 janvier dernier co-rapporteur d'une mission flash portant sur le bilan de l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau. L'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable constitue l'un des 17 objectifs du développement durable adoptés par l'Organisation des Nations Unies en 2015. L'eau constitue en effet un bien essentiel auquel personne ne devrait avoir à renoncer. En France, les charges d'eau représentent environ 1% du budget des ménages, ce qui est relativement peu élevé au regard d'autres biens essentiels comme l'électricité ou l'alimentation. Mais cette part est plus importante pour les ménages pauvres. On estime ainsi que pour plus de 1 million de foyers, la facture d'eau dépasse 3% des revenus, un seuil utilisé comme convention pour identifier les populations confrontées à des difficultés d'accès à l'eau. D'autres ne sont tout simplement pas raccordés à un réseau d'eau potable. Afin d'améliorer l'accès à l'eau des personnes précaires, la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, dite loi Brottes, a autorisé à titre expérimental la mise en place d'une tarification sociale de l'eau. Depuis la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, ce dispositif est désormais ouvert à l'ensemble des collectivités territoriales chargées du service public d'eau et d'assainissement. En 2020, 41 collectivités territoriales représentant 11 millions de personnes ont décidé de poursuivre la politique sociale de l'eau qu'elles avaient mise en place dans le cadre de l'expérimentation. Si les collectivités expérimentrices n'ont donc pas renoncé aux mesures mises en place, les autres ne se sont que rarement emparées de cette possibilité offerte par la loi. C'est peut-être parce que cette politique décentralisée semble complexe à mettre en œuvre et relativement peu visible. Elle doit en outre s'articuler avec le défi environnemental qui suppose un usage raisonné de la ressource et le souci de maintenir la viabilité économique du service public d'eau et d'assainissement. Une volonté politique forte couplée à une ingénierie tarifaire adéquate s'avère donc indispensable. Parce qu'en 2022, personne ne doit manquer d'eau en France, nous avons tenté de voir au cours de cette mission Flash comment lever les obstacles existants pour aller vers une généralisation de la politique sociale de l'eau sur tout le territoire. Pour répondre à cet enjeu, nous avons mené de nombreuses auditions en l'espace de seulement 3 semaines, avec le souci de récolter une diversité de points de vue. Ainsi, nous avons non seulement entendu des collectivités territoriales et des services d'eau et d'assainissement ayant mis en place tous les types de politiques sociales de l'eau existants, mais également une collectivité n'ayant pas mis en place aucun de ces dispositifs. Les représentants des usagers et des consommateurs d'eau, les associations, une chercheuse, les représentants des entreprises de l'eau, mais également la direction de l'eau et de la biodiversité, ainsi que le comité local de l'eau ou l'Office français de la biodiversité et la Commission nationale de l'informatique et de la liberté ont tous été auditionnés. Après une présentation de la diversité des dispositifs sociaux d'accès à l'eau, nous reviendrons sur les obstacles qui affectent la mise en œuvre de la politique sociale de l'eau. Pour finir, pour vous présenter enfin nos recommandations en faveur de sa généralisation à l'ensemble du territoire. Je cède la parole à mon collègue Hubert Wulfranc. Merci Lionel. L'accès à l'eau, tout d'abord, constitue un sujet politique traité de manière très variable selon les territoires. Alors bien évidemment, ce qui frappe en tout premier lieu, en matière de politique de l'eau, ce sont les fortes différences du prix de l'eau d'une collectivité à l'autre. Le prix moyen de l'eau s'élève à 4,1 € par mètre cube au 1er janvier 2020 sur la base d'une consommation annuelle de 120 mètres cubes, ce qui représente une facture de 503 € par an, soit 42 € par mois. En France métropolitaine, les prix moyens varient de 3,60 € par mètre cube en Provence-Alpes-Côte d'Azur à 4,80 €
par mètre cube en Bretagne. Les écarts sont encore plus marqués en Outre-mer, avec un prix moyen très élevé en Guadeloupe, par exemple, avec 6,39 € par mètre cube toujours, et relativement faible à La Réunion, 2,60 € par mètre cube. De nombreux facteurs, bien sûr, contribuent à expliquer ces écarts de prix. Ils sont d'abord liés au contexte local, la complexité technique du service, la provenance des eaux, la sensibilité du milieu récepteur ou encore la dispersion de l'habitat ne sont pas les mêmes selon les territoires. Le prix de l'eau tient aussi à des choix politiques en matière d'investissement, de gestion et de qualité de service. Le deuxième constat est celui d'un trop faible renouvellement des réseaux et des installations. 40% des réseaux ont plus de 50 ans, sachant que leur durée de vie est comprise entre 60 et 80 ans. Le taux de rendement moyen des réseaux de distribution d'eau potable s'élève à 80,4% en 2019, avec de fortes variations allant de 91% pour le syndicat des eaux d'Île-de-France à des rendements parfois inférieurs à 50% dans certains petits services ruraux. Or, les investissements actuels ne couvrent pas les besoins de renouvellement des infrastructures et ainsi de nombreux services d'eau vont se trouver confrontés à un mur d'investissement et les efforts à fournir ne pourront pas être supportés par la seule facture d'eau. Des fonds publics, qu'ils proviennent de fonds structurels européens, du plan de relance ou des agences de l'eau, devront soutenir l'investissement des collectivités en matière de renouvellement de leur réseau, en particulier les collectivités rurales. Nous en venons maintenant aux politiques sociales de l'eau, mises en place depuis l'expérimentation lancée par la loi Brottes en 2013. Ces politiques sont marquées par une très grande diversité qui est le reflet des disparités territoriales et de la variété des choix politiques des collectivités en matière d'accès à l'eau. Elles peuvent toutefois être classées par grandes catégories, même si dans la plupart des cas, les collectivités ont mis en place un dispositif composé de plusieurs mesures complémentaires. Premièrement, les aides forfaitaires au paiement de la facture d'eau. Ces aides prennent la forme de chèques eau qui peuvent être utilisés pour s'acquitter des factures d'eau auprès des services publics de l'eau et de l'assainissement ou bien des charges d'eau auprès des bailleurs. De tels chèques ont notamment été mis en place par la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, où ils sont distribués par les centres communaux d'action sociale. L'allocation eau constitue une autre aide forfaitaire qui prend la forme d'un versement directement sur le compte en banque du bénéficiaire. Une telle allocation a été mise en place par les métropoles de Nantes et de Grenoble pour les ménages dont la facture d'eau dépasse 3% de leurs ressources. À la différence des aides forfaitaires, la tarification sociale de l'eau, au sens strict du terme, consiste en une modulation du prix de l'eau pour certaines catégories d'usagers. Il peut s'agir d'une modulation du prix de la part fixe et ou de la part variable. La commune de Saint-Paul-les-Dax, par exemple, dans les Landes, a ainsi supprimé la part fixe et diminué de moitié la part variable pour les abonnés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La tarification sociale peut en outre se traduire par une modulation du prix par tranche de volume d'eau consommée. C'est notamment l'option choisie par le syndicat de l'eau du Dunkerquois qui a mis en place une tarification progressive avec 3 tranches de prix. Les personnes éligibles, là encore à la complémentaire santé solidaire, bénéficient d'une tarification préférentielle pour la première tranche. La politique sociale de l'eau peut également prendre la forme d'une aide financière attribuée au cas par cas, souvent par l'intermédiaire des CCAS, pour aider les ménages en difficulté à régler leurs factures ou résorber leurs impayés. Les services publics de l'eau et de l'assainissement, comme par exemple ceux de la métropole de Lille, peuvent enfin contribuer au financement des aides relatives au paiement des factures d'eau via le FSL pour un montant maximal de 2% de leur budget hors taxe. Il faut noter que les mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne se limitent pas à des dispositifs tarifaires. Conjointement aux aides financières, la plupart des collectivités ont mis en place des campagnes de communication, proposent par exemple des kits d'économie d'eau, où vont à la rencontre des populations du territoire pour les sensibiliser ou leur proposer un accompagnement personnalisé.
Donc, depuis le lancement de l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau en 2013 et malgré sa généralisation fin 2019, force est de constater que les collectivités ne se sont pas massivement emparées de cette possibilité offerte par la loi. Cet engouement relativement modéré peut s'expliquer par différents obstacles qui affectent la mise en œuvre d'une politique sociale de l'eau. Tout d'abord, l'accès aux données détenues par les administrations de sécurité sociale constitue toujours un frein majeur à la mise en place de cette politique. Des reculs ont été signalés, mais sur certains territoires depuis la fin de l'expérimentation. 2 articles, l'un dans le Code général des collectivités territoriales, l'autre dans le Code de la sécurité sociale, prévoient pourtant que les organismes de sécurité sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre d'une politique sociale de l'eau les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires de cette politique. Dans les faits, les auditions ont mis en évidence d'importantes difficultés pour les services publics d'eau et d'assainissement à obtenir ces données. Il nous a été indiqué que depuis la fin de l'expérimentation, par exemple la CPAM de Vendée refuse de transférer les fichiers actualisés des bénéficiaires au service Vendée Eau. Dans le département du Nord, le syndicat de l'eau du Dunkerquois n'a pas pu obtenir les données de la caisse d'allocation familiale concernant la composition des foyers allocataires et donc n'a pas pu mettre en œuvre de manière automatique une modularité du tarif de l'eau suivant la taille des ménages. Parfois, les situations varient au sein d'un même territoire. Dans les Landes, le syndicat départemental d'équipement des communes des Landes n'a pas pu obtenir de données concernant les bénéficiaires de la CCS de la part de CPAM, donc de Bayonne, alors que notre syndicat mixte des eaux Marensin-Marais-Nadour, EMA, a signé des conventions avec cette même CPAM qui lui permettent donc d'obtenir les fichiers des bénéficiaires de la CSS. Enfin, il faut signaler que dans certains cas, les transferts de données se font de manière fluide. Les syndicats d'eau du Dunkerquois a ainsi pu signer une convention avec la CPAM du Nord afin d'obtenir la liste des bénéficiaires de la CSS. Les métropoles de Nantes et de Grenoble avec la CAF de Loire-Atlantique et d'Isère pour connaître le quotient familial donc des allocataires. Au final, l'accès aux données apparaît variable selon les territoires. Certains organismes sociaux évoquant le règlement général sur la protection donc, des données, le fameux RGPD, d'autres le manque de moyens techniques et humains pour effectuer donc, ce transfert de données. À cela s'ajoutent des difficultés techniques lorsque le nom des abonnés et celui figurant dans les fichiers des organismes sociaux sont différents, ainsi que des difficultés d'identification des bénéficiaires dans l'habitat collectif, doté de compteurs d'eau non individualisés, où l'abonné au service de l'eau n'est pas nécessairement le bénéficiaire des aides. La deuxième limite de la réussite d'une politique sociale de l'eau tient à un important taux de non-recours aux droits. Le non-recours caractérise l'ensemble donc des aides sociales lorsque celles-ci ne sont pas versées de manière automatique. Il est particulièrement important en matière d'aide pour l'accès à l'eau, dans la mesure où le montant de l'aide est relativement faible, entre 10 et 150 € par an, et où les dispositifs sont peu connus des usagers. Lorsque les aides sont déclaratives, la lourdeur administrative des démarches à effectuer, mais également la peur d'être stigmatisé ou de faire l'objet de contrôles conduit les personnes en situation de fragilité à renoncer à faire valoir bien souvent leurs droits. À titre d'illustration, le syndicat de l'eau du Dunkerquois, je ne vais jamais y arriver, avait mis en place un chèque eau annuel de 12 € par personne supplémentaire à partir du 6e membre d'un foyer. Les usagers donc, devaient solliciter l'attribution de ce chèque et fournir un ensemble de justificatifs. La mesure a été abandonnée, faute d'efficacité. Moins de 15% des familles nombreuses éligibles en ont bénéficié. Cet exemple montre donc les limites d'une aide sociale qui apparaît comme facultative et attribuée au cas par cas. Enfin, la mise en œuvre d'une politique sociale de l'eau se heurte à des coûts de gestion parfois rédhibitoires. Ainsi, la métropole de Rouen-Normandie, qui n'a pas mis en place de politique sociale de l'eau, a indiqué qu'une analyse coût-bénéfice l'avait conduite à abandonner le projet au motif que l'accès aux données financières des abonnés, ainsi qu'une étude personnalisée de leur situation, engendrerait des coûts de fonctionnement élevés comparativement au montant donc, des aides perçues. Le syndicat de l'eau de Dunkerquois a, quant à lui, mis en place une tarification sociale aboutie, reconnaît que celle-ci nécessite une maîtrise d'œuvre conséquente, que certaines structures ne peuvent assurer en interne.
Pour le syndicat, le coût de gestion annuel du dispositif se situe autour de 1,1 centime d'euro par mètre cube d'eau et sa mise en place en 2012 a représenté une dépense de 180 000 euros. Enfin, en habitat collectif, l'installation d'un compteur d'eau individuel dans chaque appartement permettant de mesurer la consommation par foyer peut se traduire par un surcoût élevé, en particulier pour les petits immeubles. Ces différentes difficultés, comme vous l'avez vu, montrent que la mise en œuvre d'une politique sociale de l'eau suppose une volonté politique forte. Nous formulions ainsi plusieurs recommandations qui doivent permettre une généralisation de cette politique sur tout le territoire. Avant toute généralisation, notre première recommandation est d'établir des plans d'action destinés à améliorer les conditions d'accès à l'eau dans chaque collectivité. Ces plans d'action doivent être adaptés aux problématiques locales et à la politique sociale de chaque territoire. Pour que les mesures mises en place soient efficaces, deux conditions préalables doivent être réunies selon nous. Tout d'abord, disposer d'une connaissance très précise des usages et des modes de consommation de l'eau, ainsi que des indicateurs de précarité hydrique dans chaque collectivité. À cet égard, une initiative intéressante a été récemment mise en place par la métropole de Nantes. Depuis 2020, la CAF de Loire-Atlantique lui fournit des éléments statistiques complémentaires afin de mieux connaître le profil et les modes de consommation des ménages les plus modestes qui bénéficient de l'allocation eau. Il ressort de ces analyses que les bénéficiaires sont majoritairement des personnes seules, pour 65%, plutôt jeunes, bénéficiaires des aides personnalisées au logement dans 75% des cas et du revenu de solidarité active dans 45% des cas. Le montant d'aide moyen de 64 € en 2020 représente en moyenne 25% de la facture d'eau. Une étude approfondie doit également être lancée en 2022 au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur, où il apparaît en première approximation que 20% des consommateurs représentent environ 80% des consommations d'eau potable, avec une moyenne par habitant de 80 mètres cubes par an, ce qui est élevé par rapport à la moyenne nationale. L'élaboration des plans d'action destinés à améliorer les conditions d'accès à l'eau suppose par ailleurs de développer un référentiel national qui serve de guide d'action pour les collectivités. Aujourd'hui, les sources d'information des collectivités sont nombreuses. Boîte à outils mise en place par le ministère de la Transition écologique, club des bonnes pratiques animé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, centre d'information sur l'eau, associations scientifiques et techniques pour l'eau et l'environnement, certains consultants comme Citexia. Il convient de développer une plateforme nationale cartographiant l'ensemble des collectivités engagées dans une politique sociale de l'eau. L'existence d'une grille de lecture, qui pourrait prendre la forme d'un logigramme, permettrait aux collectivités d'identifier les mesures les plus adaptées en fonction des caractéristiques locales. Le choix d'une politique sociale de l'eau doit en effet résulter d'un arbitrage politique à partir de la réalité du terrain qui prenne en compte les caractéristiques socio-économiques de la population, le type d'habitat, le prix des services d'eau et d'assainissement ou encore l'état de la ressource. Un dossier méthodologique, ensuite, précisant les démarches administratives à effectuer et les moyens à mettre en œuvre, pourrait utilement guider les collectivités dans la mise en place du dispositif choisi. C'est une fois que les collectivités compétentes disposeront d'une connaissance précise des usages, de plans d'action et d'une méthodologie pour les mettre en œuvre qu'une généralisation de la politique sociale de l'eau peut être mise en place. Bien que le choix d'une politique doive prendre en compte les caractéristiques propres à chaque territoire, une tarification progressive présente l'avantage de poursuivre un objectif à la fois écologique, en incitant tous les ménages à mieux consommer l'eau en fonction de leurs besoins, et sociale, grâce à une tarification plus avantageuse pour les personnes les plus modestes. C'est pourquoi cette tarification nous semble devoir être privilégiée partout où elle est adaptée. Sur le modèle mis en place par le syndicat de l'eau du Dunkerquois, par exemple, 3 tranches de prix pourraient être distinguées à partir des consommations annuelles. Une première tranche de 0 à 80 m3 pour l'eau essentielle, à un coût modique, symbolique. Dans cette tranche, un tarif préférentiel serait appliqué
aux foyers en situation de précarité, une deuxième tranche de 80 à 200 mètres cubes pour l'eau utile, à un tarif inférieur au coût des services, et enfin une troisième tranche au-delà de 200 mètres cubes pour l'eau de confort, à un tarif supérieur permettant de viser l'équilibre du budget du service public d'eau et d'assainissement. Nous préconisions de compléter, le cas échéant, ce dispositif de tarification progressive par des aides financières complémentaires lorsque l'eau continue de coûter plus de 3% des revenus pour les familles intéressées ou pour les familles nombreuses pénalisées par la tarification progressive. Ces mesures complémentaires pourraient prendre la forme de chèque eau, une allocation eau ou encore une revalorisation du forfait charge des aides au logement. La mise en place d'une tarification progressive n'a de sens que si la part fixe de la facture n'est pas trop élevée. Bien que cette part fixe soit facultative, rappelons-le, elle s'élève en moyenne à 58 € par an et peut aller jusqu'à 156 €. Et ça, sans consommer la moindre goutte d'eau. À cette part fixe s'ajoutent bien évidemment les frais d'ouverture et de fermeture des compteurs pouvant aller jusqu'à 50 €. Un encadrement plus strict du montant des abonnements mériterait donc d'être envisagé. La réussite d'une politique sociale de l'eau suppose surtout de mettre en place un dispositif simple pour les usagers, qui profite au plus grand nombre sans contrainte d'utilisation et avec un coût de gestion le plus faible possible. Dans ces conditions, l'accès automatique à l'aide financière constitue une condition impérative de son déploiement. L'exemple de la métropole de Grenoble montre que c'est possible. Les bénéficiaires de l'aide de solidarité pour l'eau n'ont aucune démarche à réaliser, l'aide étant directement versée sur leur compte bancaire. Les coûts de gestion, de 25 000 € par an, sont faibles au regard des montants d'aide attribués, plus de 658 000 € en 2020, ce qui représente une aide attribuée à plus de 10 000 ménages pour un montant moyen de 66 €. Enfin, la mise en place d'une politique sociale de l'eau pose la question dans les années à venir d'une harmonisation du prix de l'eau. Un tarif unique de l'eau serait certes difficile à mettre en place compte tenu de la diversité des territoires, mais les différences de montant et de coûts unitaires peuvent tout de même poser question. La réalité économique de l'ensemble des coûts des différentes opérations est-elle bien connue ? Les contrats de concession ou de délégation de services publics sont-ils toujours négociés avec l'appui technique, économique, juridique nécessaire à faire qu'ils soient équilibrés ? Il convient d'ores et déjà de réfléchir à une harmonisation des prix par bassin de vie, ce que doit permettre le transfert donc, des compétences eau et assainissement aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes prévues par la loi NOTRe d'août 2015. Dans ces collectivités plus grandes, il paraît envisageable de converger vers des prix alignés, grâce d'une part à la mutualisation des ressources et d'autre part à des mesures de solidarité entre les territoires. À titre d'illustration, alors que le taux de pauvreté dans les communes desservies par le CEDIF est compris entre 5 et 45%, les territoires les plus pauvres bénéficient d'aides plus conséquentes grâce à la mutualisation donc, des moyens. La généralisation d'une politique sociale de l'eau suppose de clarifier et d'améliorer les transferts de données de la part des administrations sociales. Lors du lancement d'expérimentation, les services de la CNIL ont été saisis par les collectivités, les agences de l'eau et des organismes sociaux de demandes de conseils aussi nombreux que diverses. En effet, l'instruction du gouvernement du 4 mars 2014 définissant la procédure à suivre ne contenait pas d'indications relatives aux modalités de prise en compte donc des dispositions de la loi informatique et liberté. Or, 8 ans plus tard, aucune mesure réglementaire n'a été prise afin d'apporter des réponses claires quant aux conditions et aux modalités de transmission de données personnelles entre les différents intervenants. Comme l'a souligné la CNIL, il n'existe pas d'obstacle juridique au transfert de données dans la mesure où, par principe, le RGPD n'interdit ni les échanges de données, ni les croisements de fichiers qui répondraient à une mission de service public. Pour autant, le cadre juridique est complexe et manque de précision. Selon les dernières informations transmises par la Direction de l'eau et de la biodiversité, un projet de décret en Conseil d'État est en cours donc d'élaboration. Ce projet de réglementation est très attendu. Nous veillerons à ce qu'il soit pris dans les meilleurs délais et à ce qu'il définisse précisément la liste des données personnelles pouvant être transmises au service public d'eau et d'assainissement, ainsi que les modalités de mise à disposition de ces informations. Par ailleurs, au-delà des transferts de données par les CPAM et les CAF, une coopération avec les CCAS est tout autant indispensable. La connaissance globale des ménages en difficulté ne pouvant être appréhendée directement par les services publics d'eau et d'assainissement.
Enfin, la mise en place d'aides financières doit s'accompagner d'actions de prévention et de sensibilisation à une consommation raisonnée de l'eau. Ces actions ont fait l'objet de retours d'expériences positives avec une économie d'eau de l'ordre de 10 à 20% de la consommation d'eau initiale. Par exemple, le projet MacEau, initié en Gironde, fait apparaître une économie d'eau liée à la distribution des kits hydroéconomes d'au moins 12%. Celui porté par l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Montpellier, auprès donc des copropriétaires d'une résidence, alliant distribution de kits personnalisés et partage donc d'expériences entre les copropriétaires, a permis une réduction de la consommation d'eau de l'ordre de 20%. La détection des fuites d'eau via des partenaires avec des plombiers est également indispensable, de manière à ce que la tarification sociale ne serve pas à compenser des surfacturations dues à des fuites. Ces opérations organisées notamment par le CEDIF en partenariat avec des associations sont tout particulièrement utiles dans les copropriétés en grande difficulté. Il est en outre essentiel de mener des actions visant à promouvoir les atouts de l'eau du robinet, tant sur le plan économique qu'écologique. Réduire la consommation d'eau en bouteille au profit de l'eau du robinet peut faire économiser à une famille jusqu'à 300 ou 400 euros par an, tout en diminuant la quantité donc, des déchets plastiques. Des campagnes « Ici, je bois l'eau du robinet », en lien avec les restaurateurs ou la création des marques territoriales d'eau comme la Bisontine à Besançon, constituent des initiatives intéressantes pour promouvoir l'eau du robinet. S'il apparaît que la plupart des collectivités compétentes en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement mettent déjà en œuvre des actions de sensibilisation, une compétence en matière de prévention pourrait leur être explicitement confiée. Enfin, la mise en place d'une politique sociale de l'eau suppose de pouvoir garantir un accès à l'eau aux personnes non raccordées, qu'elles soient sans logement ou vivant dans des habitats informels. L'accès à l'eau concerne non seulement l'eau potable, mais également l'eau nécessaire à l'hygiène via l'accès à des infrastructures telles que des fontaines, douches, lavage du linge et bien d'autres. L'eau gratuite est alors une nécessité pour permettre aux personnes en situation de grande exclusion de retrouver un minimum de dignité. La transposition de l'article 16 de la directive eau potable du 16 décembre 2020 ouvre la voie au déploiement de mesures pour l'accès à l'eau des personnes non raccordées tout en soulevant plusieurs questions. La première est celle de la nécessaire clarification des rôles de ces compétences. En effet, les collectivités territoriales ne sont aujourd'hui responsables que des personnels raccordés, que des personnes raccordées. Et les services publics d'eau et d'assainissement pourraient apporter leur concours, notamment en ne facturant pas les consommations d'eau et de services de l'assainissement pour les équipements à caractère social. Mais il reste très réservé sur la prise en charge de la gestion de ces équipements et sur l'accueil des bénéficiaires qui relèvent de compétences sociales dont ils ne disposent pas. Cette problématique est particulièrement tenace dans les collectivités d'outre-mer qui ne sont pas encore dotées de la compétence de droit commun en matière d'eau et d'assainissement, et alors même que l'habitat informel y est important. Dans ce contexte, comment rajouter une obligation d'accès à l'eau des personnes non raccordées ? Un accompagnement de l'État sera donc indispensable et nécessaire. Enfin, l'article 16 de la directive prévoit par ailleurs d'identifier et de dénombrer les personnes n'ayant pas accès à l'eau, ce qui suppose au préalable de définir la notion d'accès à l'eau. La mise en place des schémas directeurs d'alimentation en eau potable paraît une solution simple mais adaptée pour répondre à cette question complexe. Nous vous remercions pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je me doute que vos propos vont soulever un certain nombre de questions. En tout cas, c'était très intéressant. Ça ouvre encore une fois des perspectives, des travaux et de régulation sur ce sujet. Je vais donner pour La République En Marche la parole à Sandrine Lefeur. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail fourni par nos collègues Lionel Causse et Hubert Wulfranc pour réaliser le bilan de l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau. Le suivi et l'évaluation de nos politiques publiques est un impératif démocratique fort, traduisant le sérieux de notre action et nous permettant de capitaliser sur l'existant. Il était donc important que cette mission ait lieu. Si la tarification sociale de l'eau apparaît bénéfique en matière de solidarité afin de ne plus compenser les inégalités via des versements a posteriori, mais plutôt en prélevant moins a priori,
Vous soulevez plusieurs obstacles à sa mise en œuvre, impactant donc ses bénéfices sociaux. Sans grande surprise, ces obstacles sont d'ordre administratif, technique, organisationnel. Vos préconisations abondent dans le sens d'une action territorialisée, spécifique aux besoins de chaque collectivité et de ses usagers les plus précaires, tout en leur offrant les ressources leur permettant de mettre en œuvre rapidement et efficacement davantage de politiques sociales. Vous soulignez un horizon souhaitable, une harmonisation du prix de l'eau. En France, le système des agences de bassin permet plutôt de favoriser une politique régionalisée différenciée où l'eau finance l'eau. Je vous interroge donc sur la proportion d'harmonisation de la tarification que vous appelez de vos vœux. N'existe-t-il pas un risque de mise en danger de ce mode de gestion participatif et localisé de l'eau en France, notamment quand on connaît les bénéfices de ce mode de gestion pour la qualité écologique de la ressource? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Je donne la parole à Florence Lasserre pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente et merci mes chers collègues pour la présentation de votre rapport ce matin et pour l'avoir mis à l'ordre du jour de notre commission, ce sujet de l'accès à l'eau pour les foyers les plus précaires. Je partage pleinement les conclusions de votre rapport, à savoir que la meilleure solution pour assurer la mise en œuvre d'une politique sociale de l'eau passe par la mise en place d'un mix de toutes les solutions qui ont été proposées et que vous avez abordées et qui ont été imaginées et qui sont proposées aujourd'hui par les collectivités dans le cadre de l'expérimentation. Si on regarde plus précisément les actions de prévention, on remarque que cette politique s'adresse non pas au public fragile au pluriel, mais uniquement aux foyers aux ressources modestes. Et j'ai en tête, quand je vous dis ça, le cas très précis d'une personne d'un certain âge vivant seule dans une maison individuelle qui, suite à une fuite d'eau, s'est vu facturer la somme de 1 000 € pour 6 mois de consommation sans que personne ne lui ait signalé sa surconsommation quotidienne. Si cette personne avait eu accès à la prestation détection de fuite d'eau proposée par certaines collectivités, cette surconsommation aurait été expliquée rapidement et la fuite réparée sans que sa facture n'atteigne cette somme. Il me semble donc qu'il serait pertinent de revoir les critères de définition du public auxquels s'adressent les mesures préventives de la politique de la tarification sociale, afin que toutes les personnes en situation de fragilité, financière certes, mais pas que ces personnes donc puissent être accompagnées pour réduire la facture et être sensibilisées à une consommation raisonnée de l'eau. Lors de vos travaux, avez-vous eu des échanges ou des retours d'expérience traitant cette question? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour le groupe Agir Ensemble, je donne la parole à Annie Chapelier. Merci, Madame la Présidente, de m'accueillir dans votre commission. Je remercie messieurs les rapporteurs Lionel Causse et Hubert Vulfranc pour leur travail sur ce que l'on peut estimer être le plus grand défi de notre siècle, la gestion de l'eau. Et ce travail vient ainsi enrichir celui réalisé par la commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés de nos collègues Mathilde Panot et Olivier Servat. Je crois que ces deux travaux n'ont qu'un seul but, protéger ce bien commun qu'est l'eau. Presque 10 ans après la loi Brottes, vos conclusions sont claires puisque vous défendez l'idée d'une généralisation du dispositif et faites des recommandations afin d'en faciliter l'application. Vous proposez, et je vous rejoins en ce sens, une tarification de l'eau selon le volume d'eau consommé en 3 tranches de prix en fonction du bassin de vie. Je vous cite, une tarification progressive présente l'avantage de poursuivre un objectif à la fois écologique et social. Vous distinguez ainsi l'eau essentielle de l'eau de confort et donnez là la priorité à l'alimentation et à l'hygiène. Bref, à la dignité des êtres humains. En faisant une tarification par tranche en fonction des quantités utilisées, vous vous assurez que les usages récréatifs ou commerciaux passent au second plan. Pour ma part, j'avais proposé par amendement une tarification selon l'usage ayant le même objectif. Ainsi, ma question est la suivante. Voyez-vous cette première tarification par tranche comme une étape nécessaire avant une tarification plus précise qui prendrait en compte l'usage qui est fait de l'eau? Je donnerai pour exemple les usages agricoles ou les usages récréatifs qui peuvent difficilement être mis sur le même plan. Enfin, est-ce il ne s'agit pas seulement de baisser les factures des personnes ayant des difficultés financières, mais bien de réaliser un effort collectif qui défend une sobriété dans notre usage de l'eau. Comme vous l'avez très justement recommandé dans votre rapport, il nous faut aller plus loin dans la tarification sociale de l'eau ainsi que dans la prévention et l'éducation. Aussi, enfin, est-ce qu'un tarif différencié permettrait de mettre fin aux incohérences d'usage, comme celles qui ont été relevées à Volvic ou à Vittel, où la priorité a été donnée aux minéraliers au point d'interdire l'installation de nouveaux habitants faute d'eau? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Et pour finir,
Je donne la parole à Guy Bricout pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente, félicitations aux co-rapporteurs. Ici encore, votre exposé est très complet, donc il y aura des questions qui ont déjà obtenu des réponses. Aujourd'hui, à combien est estimé le nombre de ménages ayant des difficultés à payer leurs factures d'eau? Et aujourd'hui, connaissent-ils suffisamment les aides auxquelles ils ont droit? N'y a-t-il pas encore trop de difficultés à bien identifier les foyers pouvant bénéficier de ces mesures, notamment les usagers non abonnés? Comment cela se passe-t-il aujourd'hui en lien avec les acteurs sociaux, organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement? Que préconisez-vous en la matière, le cas échéant? Les diagnostics gratuits des installations d'eau sont-ils suffisamment développés à l'heure actuelle? Où en est-on à ce stade du taux de renouvellement des réseaux, mais ça a été évoqué par Hubert, et installation qui, bien évidemment, est un outil clé de notre politique d'accès à l'eau. Un réseau performant devrait générer un tarif de l'eau moindre. Un usage plus raisonné de l'eau est également nécessaire. Quels outils sont actuellement mis en œuvre pour communiquer et mieux informer sur cette question? Et quelles améliorations pourraient être faites? Et enfin, quels sont aujourd'hui le ou les critères les plus retenus par les collectifs pour déterminer les bénéficiaires? Et en moyenne, à combien s'élève la mise en place de ces dispositifs pour les collectivités? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le député Villefranc, je vous cède la parole. Merci, Merci, Madame la Présidente. Bien, merci, chers collègues, de vos contributions. Peut-être on va se répartir bien évidemment les quelques éléments de réponse. Je crois que... Excusez-moi, je vais y aller un peu en piochant. Notre collègue Guy Bricout a remis le doigt, comme nous l'avons fait, sur un enjeu majeur, c'est l'identification, effectivement, des personnes pouvant être appelées à bénéficier d'une tarification sociale. Ça a été dit, aujourd'hui, les problématiques de rapport entre les organismes à caractère sociaux et les collectivités, leurs régies publiques ou les services publics, plus généralement d'eau et d'assainissement, sont particulièrement variables selon les territoires. On n'a pas de fluidité dans la communication des données permettant d'identifier convenablement les usagers. Cela emporte l'une des préconisations qui est mentionnée dans le rapport, l'urgence d'un décret dont nous avons été informés qu'il était en construction, sans pouvoir en avoir consolidation à la fois de son échéance et de son contenu, qui devrait réunir les conditions d'une clarification des transmissions de données entre les organismes à caractère social, CAF, CPM, etc., et les opérateurs. Ça, c'est un rouage majeur sur lequel, effectivement, le rapport attire l'attention, et nous espérons bien évidemment que ce décret intervienne dans les plus brefs délais. Vous portez également l'attention sur la question des diagnostics gratuits des fuites potentiellement. Cela rejoint la préoccupation de notre collègue du MODEM pour y compris prendre en considération des publics qui ne sont pas seulement des publics en précarité, mais qui se trouvent techniquement dans une faille d'identification en amont sur leur circuit d'eau. Nous avons présenté la nécessité notamment de construire à l'échelle locale, y compris avec les organismes professionnels, les organisations professionnelles qui sont
semble-t-il, pas suffisamment sollicité, eh bien, le recours à ces expertises en amont. Et nous partageons l'idée que, et nous le constatons dans les permanences, autant nous ne sommes pas forcément interpellé sur une tarification sociale de la part d'un des administrés. Par contre, on vient assez souvent nous voir, nous avons tous eu sans doute l'exemple, et bien pour dire, voilà, j'ai reçu une facture parce que ils ont détecté une fuite, et puis me voilà avec 1000 euros. Moi, j'ai eu le cas il y a encore récemment avec une facture de 15 000 euros chez un commerçant, un petit restaurateur. Bon, voilà. Donc, il y a là effectivement un enjeu sur lequel notre collègue du MONEM a attiré l'attention et qui effectivement est un enjeu de travail avec les professionnels. Puis-je te donner la parole sur... Oui, merci. Merci Hubert. C'est très, très, très gentil. Non, alors c'est vrai qu'on parle de tarification sociale de l'eau et qu'on a d'un côté les politiques eau, de l'autre côté les politiques sociales, et qu'on ait un petit peu un mélange de tout. D'ailleurs, on l'a vu lors de nos nombreuses auditions, c'est-à-dire que bien souvent, plutôt que de faire ce que je pense les législateurs voulaient, et ce que nous, avec Hubert, on entendait par tarification sociale de l'eau, souvent certains opérateurs sont partis plutôt sur des politiques sociales. Quand je dis politique sociale, c'est-à-dire plutôt un traitement à travers éventuellement des CCAS ou des services sociaux départementaux ou intercommunaux pour financer à travers un chèque ou une subvention, une facture qui était difficilement payée. Et d'ailleurs, on s'était posé la question aussi de dire, de savoir est-ce qu'il ne fallait pas un chèque national, un chèque eau, comme on a un chèque énergie, pour essayer d'accompagner. Mais là, nous, notre point de vue était de dire les politiques sociales, il en faut bien entendu, on ne va pas aller contre, et tant mieux s'il y en a, mais par contre, on veut revenir vraiment sur ce que nous semble important, c'est une tarification sociale à la base, gérée donc par les opérateurs, qui permettent de tenir compte de tout ce qu'on a dit, du niveau de consommation, des enjeux environnementaux, des enjeux de tarification avec, comme l'a dit Annie, des tarifications progressives. Voilà, et que c'est ça qui nous semble important de pouvoir généraliser dans notre pays et pouvoir faciliter en termes de mise en œuvre. Voilà, donc c'est vrai que c'était compliqué au début de faire un petit peu, de voir ce qui se passe, parce que pour la plupart des structures, au final, telles que nous on définit la tarification sociale de l'eau, assez peu sont là-dedans. C'est même ceux qui ont un petit peu avancé sont plutôt sur des réductions au prix de l'abonnement, par exemple, mais non pas de la consommation. Parce que voilà, sur la facture d'eau, vous avez l'abonnement et la consommation, et c'est vrai que beaucoup se sont contentés de dire on réduit, on divise par deux, ou on supprime le coût de l'abonnement, mais on maintient le prix de l'eau tel qu'il est. Voilà, donc tout ça sont des questions qu'il va falloir, je pense, continuer à faire avancer, à faire évoluer, à travers, comme dit Hubert, on espère que le décret qui sortira accompagnera et aidera justement les décideurs locaux et en particulier les élus à pouvoir savoir quelle stratégie ils veulent mettre en place. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui aussi, dans les auditions, on l'a vu, beaucoup d'élus locaux sont un petit peu perdus. Ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Ils ont peur du coût de gestion qui peut être élevé, parce que ce n'est pas forcément automatique, parce que les services tels que les CAP, CPM et tout ça ne leur donnent pas forcément les données telles qu'ils peuvent les entendre, telles qu'ils peuvent les souhaiter. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc il nous semble important que ce décret arrive, qu'il reprécise bien les choses et que ce soit un décret d'aide, de prise de décision pour les élus locaux, afin qu'on puisse passer à la généralisation et dans l'esprit tel qu'on le pense, la tarification sociale de l'eau, sans remettre en cause les politiques sociales qui, elles, bien sûr, peuvent toujours exister, continueront à exister. En tout cas, on le souhaite. Sur la prévention, donc oui, un enjeu important. C'est vrai que nous, on a évoqué la compétence prévention, peut-être qui était identifiée, parce que voilà, il y a la politique politique sociale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de politique prévention telle quelle. Donc certains opérateurs ont lancé des expérimentations. Je vous ai annoncé les chiffres de réduction, mais c'est vrai que c'est pas généralisé là non plus, et que voilà, dans le cas de la prévention, certains vont faire des ateliers avec des parties de la population, d'autres vont effectivement aller chez les habitants pour voir s'il n'y a pas un problème de consommation, pour essayer de leur mettre à disposition des plombiers aussi à tarif réduit, etc., pour vraiment qu'il y ait une démarche beaucoup plus globale. Donc c'est vrai que là aussi, une compétence prévention serait, à notre avis, importante. Alors après, est-ce qu'il est nécessaire, effectivement, à terme de définir les usages ?
pour le monde agricole, mais il y a déjà, je pense, des enjeux de tarification un peu différents pour tout le monde des loisirs, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Oui, ça sera une question certainement à poser et pourquoi pas faire évoluer dans les années à venir. Mais si déjà on arrivait à généraliser un aspect de tarification sociale, voilà, on est vraiment resté là-dessus. Après, c'est vrai que sur les usages, il y a de quoi dire. Mais là, il aurait fait que la mission ne soit pas une mission flash, mais qu'elle soit beaucoup plus longue. Je vois que Hubert veut peut-être rajouter. Je te remercie, Lionel. Trois petits éléments peut-être de contribution par rapport aux questions qui ont été posées. D'abord, lorsque on a constaté, bien évidemment, quand on appréhende le dialogue avec nos interlocuteurs, la question de l'équilibre économique du service est majeure. Et bien évidemment, en toile de fond, il y a la question du mur d'investissement sur les réseaux, qui est devant l'ensemble des opérateurs et qui fragilise. On a parlé de volonté politique pour mettre en œuvre cette tarification sociale, mais indéniablement, ce mur d'investissement fragilise sans doute la volonté politique des acteurs locaux d'engager cette démarche de tarification solidaire. Ça, c'est évident. Deuxième aspect, sur la question des usages, je crois que notre collègue a tout à fait identifié la perspective, et nous le disons d'ailleurs, nous le préconisons dans le schéma d'usage de l'eau que nous avançons à l'échelle locale, car bien évidemment, on touche là à des questions, une fois qu'on a les usages, on a la décision politique. Et tu y as fait d'ailleurs clairement référence par rapport aux équilibres entre les besoins sociaux, les besoins économiques d'un territoire, et donc tout naturellement, il en va de même pour l'énergie, tout naturellement, les choix éventuellement différents en matière de tarification selon les usages présents sur le territoire. C'est vrai que c'est une dimension à la fois d'observation et de décision politique qui conviendrait d'introduire et c'est ce que nous préconisons, dans les fameux schémas que nous proposons. Enfin, la question de l'harmonisation. C'est une question majeure que vous avez posée, chers collègues. Une question majeure, puisque quand nous avions, je crois que je peux le dire, nous avions évoqué d'aller vers une obligation. Ce mot et cette notion ne figurent pas dans ce rapport, vers une obligation de tarification sociale à l'échelle des opérateurs. Nous avons, comment dirais-je, tenu compte bien sûr, des fortes réticences des acteurs locaux, des élus, qui entendent conduire leur propre politique en la matière. Mais derrière cet arbitrage entre une généralisation encouragée, volontaire, et une obligation, eh bien, il y a la question que posait Sandrine Le Fur sur l'harmonisation jusqu'où. L'harmonisation jusqu'où bien évidemment, là, on est entre le débat de la décision centrale et de l'autonomie des collectivités territoriales, qui convient à ce stade, bien évidemment, de prendre en considération, même si nous avons entendu, en l'appréciant sans doute diversement, des propositions mais existantes sur un pôle public de l'eau à l'échelle nationale. Mais là, je commence à faire de la politique, je rends là. Pardon. Oui, rapidement, pour compléter, je partage complètement ce que Hubert vient de dire. Avant de rendre obligatoire, qui était un petit peu notre idée au départ, lorsqu'on a démarré cette mission, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des freins qu'on a exposés dans le rapport, qu'il fallait d'abord lever et qu'il fallait que le cadre soit clair et précis pour tout le monde. C'était la première des missions que nous devions avoir auprès de tous les décideurs locaux. Se pose après la question effectivement d'harmonisation, mais l'harmonisation peut-être à partir de tarification sociale, parce que c'est vrai que vous avez vu
vu les différences du prix du mètre cube. Même si on met une tarification sociale, on voit bien que d'un territoire à l'autre, le prix de l'eau peut aller du simple au triple, au quadruple. Donc, il y a quand même un enjeu, une question qui aura à se poser au niveau national, de savoir, est-ce que, on s'était posé la question, est-ce qu'il ne faudra pas un jour, comme le repas à la cantine à 1 euro pour les revenus les plus faibles, avoir un prix de l'eau identique sur l'ensemble du territoire. Mais là, ça veut dire c'est une politique nationale qui vient en accompagnement et qui vient aider. Et pour compléter aussi sur le mur d'investissement, c'est vrai qu'on a souvent identifié, et ça, il faudra peut-être qu'on rentre plus dans le détail à l'avenir, qu'il y a souvent des subventions qui sont peut-être faites plus pour des extensions de réseau que des rénovations de réseau. Et il y a peut-être un mode là aussi de fonctionnement d'aide, que ce soit des agences de l'eau, des services de l'État ou autres, qu'il faut peut-être rediriger de façon priorité et conformément en plus à ce que nous avons voté dans Climat Résilience sur l'artificialisation des sols, c'est-à-dire travailler sur l'existant, faire en sorte qu'il fonctionne bien et qu'il soit optimisé avant peut-être de lancer des coûts et des investissements très très élevés. Voilà, donc en tout cas moi je voudrais remercier Hubert parce que je pense que nous avons travaillé dans un très très bon état d'esprit, en tout cas des échanges très très constructifs. En plus je crois que c'est la première fois qu'un élu communiste me dit que je suis le chef, alors là je peux vous dire il me l'a dit qu'une fois hier, hein. Bon, il n'a pas redit aujourd'hui, mais franchement je vais le garder. Et puis bien sûr Stéphanie Thomas, notre administratrice, qui a fait un excellent travail, qui était très très précieuse pour nous, surtout dans ce contexte, et avec la largeur de cette mission, de toutes les auditions menées, et bien sûr nos collaborateurs, et toutes celles et tous ceux que nous avons auditionnés et qui nous ont aidés pour faire avancer et cheminer en tout cas dans notre réflexion et nos propositions. Merci. Merci beaucoup à vous deux. L'autre vertu de ces missions flash, c'est aussi un binôme à la tête de ces missions, de co-rapporteurs. Et c'est dire la richesse à la fois politique, technique et territoriale de vos approches. En tout cas, merci. Merci Stéphanie aussi pour ce travail très intéressant. Et on souhaite évidemment que tout ça porte ses fruits et qu'on puisse les poursuivre par la suite.